Bonjour les sublimes parents, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo pour parler d'un thème qui nous concerne tous, à savoir les enfants et les écrans, comment faire en sorte que ça fasse bon ménage. Sublime maman a été souvent confrontée au fait que c'est pas toujours facile. Par exemple, son petit bout de chou de 3 ans réclame un DVD, on met un dessin animé, il est ravi, ravi, ravi sur le canapé, il ne bouge plus pendant 20 minutes et au moment d'arrêter, c'est la colère. Il faut plus de 45 minutes pour qu'il se calme et c'est juste l'horreur. Un peu plus grand, son enfant, là, a besoin de faire un exercice de maths et incroyable, tout l'énoncé est justement sur l'ordinateur et ça tombe vraiment pas bien parce que on avait mis des limites sur l'écran, sur le temps d'écran et c'est juste au moment où elle a pile envie d'apprendre et de faire son exercice de maths qu'on l'en empêche. Vraiment, quel parent indigne, n'est-ce pas? Et parfois, on arrive même à des situations, je ne sais pas si c'est triste ou si c'est caricatural, mais ça se voit beaucoup en Asie, où on se retrouve à être 4 personnes à table et chacun a son écran et regarde son mobile en attendant que le repas arrive. Et finalement, il n'y a pas d'interaction dans la famille. Pourquoi même est-ce qu'on va au restaurant ensemble? En tout cas, c'est manifestement pas pour se parler. Alors, est-ce que c'est cette vie qu'on a choisie? Est-ce qu'on est absolument prisonnier de toutes ces évolutions technologiques qui nous entourent? Comment faire si ce n'est pas le cas? Pour pouvoir avoir un usage conscient qui soit choisi et qui soit réfléchi en fonction de ce qui nous correspond, aussi bien nous parents que nos enfants, de façon à ce qu'on reste dans une éducation bienveillante qui permette qu'ils s'épanouissent et qu'on ait des relations riches à l'intérieur de la famille. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors avant de voir comment gérer tout ça, il faut d'abord qu'on comprenne mais comment ça se fait que les enfants sont aussi fascinés par les écrans. Et là, la réponse, elle est assez simple. La première, c'est qu'il y a plein de choses qui sont bien mieux en digital qu'en vrai. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont rien connu d'autre. Quand on pense à ce qui se passe, par exemple, si on prend un réveil, vous savez, le joli réveil vintage dont on avait l'habitude, avec 2 aiguilles et des petites cymbales, et qui sonne une fois le matin. Franchement, c'est chouette, ça nous rappelle des bons souvenirs. Sauf que quand on compare avec un réveil digital qui a 25 sonneries, qui permet d'être programmé une fois pour toutes pour que le mercredi et le samedi et le dimanche on dorme, mais que le lundi on soit réveillé, mais avec 3 sonneries différentes à 3 minutes d'intervalle, évidemment, la partie digitale, elle est quand même mieux faite que, ou en tout cas, elle offre beaucoup plus de possibilités que la vie réelle. Alors, du coup, il y a une certaine dépréciation pour la vie réelle et un grand attrait pour la partie digitale, surtout quand elle est bien faite et qu'elle nous apporte plus de possibilités que l'on avait. La deuxième chose, qui est finalement aussi assez évidente, c'est que nos enfants n'ont rien connu d'autre. C'est-à-dire que pour nous, les écrans, c'était d'abord des outils et on cherchait à les utiliser. Mais ce n'était pas l'intégralité de notre vie. Alors que nos enfants, ils sont nés dans un monde où il y avait des écrans partout. C'est-à-dire dans les relations sociales, dans l'école, dans tout ce qui est recherche d'informations, pour la lecture, pour le sport, pour le divertissement, pour la consommation. Pour eux, c'est partout. Et donc, si on leur enlève les écrans, on leur enlève une partie intégrante, essentielle de leur vie. Et ils sont un peu dépourvus parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience d'avoir des alternatives. Donc si on n'est pas, nous, à leur apporter ces alternatives, ils sont un peu désemparés parce que spontanément, ils ne savent pas nécessairement où les trouver. Et donc ça peut être finalement une grande pauvreté qu'on a besoin de combler si on veut qu'ils puissent se détacher de quelque chose qui leur est tout à fait familier. Alors quand je dis familier pour nos enfants, clairement, ça a aussi changé la façon dont on pense et la façon dont on valorise certaines situations ou pas. Par exemple, le lien à la connaissance.
La connaissance, pour nous, c'était quand même quelque chose d'important. Et quelqu'un de savant, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et qui est une référence. Seulement maintenant, quand on cherche une information, on tape sur Internet et hop, dans les 20 secondes, on a beaucoup plus d'informations que nécessaire et on a de toute façon accès à une connaissance qui est plus riche et qui est peut-être pas nécessairement de très très bonne qualité. Hein. On n'a pas toujours gagné sur ce point-là. Mais en tout cas, elle est à disposition immédiatement. Donc finalement, la connaissance en elle-même a perdu de sa valeur. Ce qui induit dans une relation différente à l'école, où finalement transmettre des savoirs, c'est pas nécessairement ou plus nécessairement absolument l'essentiel. Mais par contre, ce qui va être très 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 utile, ça va être l'esprit critique, ça va être l'analyse de ces informations, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'expérience pour pouvoir petit à petit développer un sens critique et une maîtrise. Donc c'est finalement ce qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est l'école inversée ou alors les professeurs ou les instituteurs qui mettent en avant des références qui sont sur Internet et que nos enfants vont pouvoir préparer et assimiler par eux-mêmes. Et la partie du cours, la partie en présence du maître, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique, elle va servir à comprendre, à approfondir, à aller plus loin et à créer un raisonnement pour que l'enfant puisse être autonome face à ses connaissances et se les approprier et les maîtriser et pouvoir savoir où les mettre à jour le jour où, de toute façon, tout cela sera périmé puisque ça va très très vite. La deuxième chose, c'est que les règles sont de plus en plus faciles à contourner. Quand nos enfants veulent regarder un film en streaming, ils savent beaucoup plus vite que nous où sont les sites, comment faire, comment craquer un password. Quand on leur met une restriction, ils arrivent assez rapidement à trouver où est le mot de passe, comment changer l'accès, etc., pour que finalement tout ça n'ait plus lieu. Donc finalement, le rapport à l'autorité, il veut être très très vite remis en question. Et si on reste dans un mode un peu traditionnel, hein, qu'on a pu voir aussi ailleurs ou dans les générations, dans nos générations ou celles d'avant, où le parent était finalement un peu sur un piédestal avec un transfert des connaissances qui était descendant et une autorité qu'on respectait, on n'est plus tout à fait sur ce modèle-là, puisque l'environnement ne permet plus de mettre cette distance qui était la norme. Maintenant, on est beaucoup plus sur un mode où on est beaucoup plus rapproché et où la distance est nettement moindre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir d'autorité, puisqu'on est quand même le modèle, la référence et que nos enfants en ont besoin pour se construire. En revanche, on va être beaucoup plus dans le dialogue, l'écoute, la négociation. Ce qui veut dire que notre rôle de parent, ça va être plutôt d'être un guide, un mentor qui va aider à comprendre, à raisonner, à augmenter la confiance en soi pour que nos enfants soient plus autonomes. Et ça, ces principes-là et cette démarche, elle est au cœur de l'éducation bienveillante. Et pourquoi on la met en exergue? Tout simplement parce qu'avec cette génération-là et la façon dont on pense actuellement, c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Maintenant, si Internet est si présent et qu'on en apprécie tous les bénéfices au quotidien, pourquoi est-ce qu'on affole? Pourquoi est-ce qu'on s'affole? Pourquoi on doit rester vigilant sur certains effets qui sont un peu nocifs? C'est que malgré tout, on a vite fait de s'endormir et d'être séduit par la vie digitale et que finalement nos enfants ont besoin aussi d'être intégrés dans la vie réelle avec des compétences qui vont être différentes et dont ils vont avoir tout à fait besoin, sinon ils vont se trouver en grande difficulté. Le premier effet qu'on peut remarquer, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'immédiateté, c'est-à-dire que on cherche sur Internet, on l'a tout de suite. Alors que dans la vraie vie, on a besoin d'avoir un sens de l'effort, d'avoir de la patience, d'avoir de la persévérance. On ne va pas devenir manager en 3 semaines. On
ne va pas pouvoir rembourser un emprunt bancaire en 3 mois. Ce sont des processus qui sont avec un rythme beaucoup plus long et il faut que nos enfants soient capables d'apprécier la persévérance et de faire preuve de résilience, de patience et d'avoir un sens de l'effort qui malheureusement n'est pas très mis en valeur par tout ce qui est le monde digital et où vraiment on doit arriver à les décrocher pour qu'ils aient un autre rythme. Là où c'est aussi un peu nocif, ou en tout cas il faut être assez vigilant, c'est qu'on peut être très vite dépendant du regard des autres. Alors dans la vraie vie, on a tous besoin d'avoir un jardin secret et on n'a pas forcément envie de partager avec l'intégralité du globe tout ce qu'on a mangé au dernier repas. Le souci, c'est quand on poste sur Instagram la photo de son dernier repas et qu'on a quelques likes qui sont finalement anonymes et qu'on a 1 ou 2 commentaires de 2 personnes, on n'a pas conscience qu'en fait, il y a des milliards de personnes qui sont susceptibles de pouvoir voir cette photo. Alors, si c'est juste qu'on mange, ça ne porte pas à conséquence. Il y a des photos qui peuvent être plus compromettantes et a fortiori quand elles restent sur Internet pendant des dizaines d'années, on a le droit d'évoluer, mais nos photos anciennes pourraient peut-être ne pas nous servir dans toutes les circonstances. Donc garder un jardin secret, avoir des filtres parce que tout n'est pas forcément bon à dire, ce sont des choses que dans la vraie vie on va faire assez spontanément, mais qu'on peut oublier sur Internet et devenir finalement la proie de chantage et d'être en situation très difficile après, ce qui serait vraiment préjudiciable pour nos enfants. La deuxième, c'est que c'est un très bon outil de manipulation quand même. Tout ce qui est mis en valeur, c'est ce qui est commercial, donc qui nous incite à une consommation massive en créant des besoins qui ne sont pas nécessairement très urgents ni très prépondérants, mais qui vont être bien cultivés jusqu'à ce qu'on ait absolument envie et qu'on cède à cette tentation. Ce qui veut dire, dans la vraie vie quand même, des conséquences financières. Donc on s'approche très très vite du surendettement quand on est incapable de résister à ces pulsions et d'être dans des notions de shopping, d'achat intempestif. Et puis finalement on se retrouve aussi avec un gâchis monstrueux, d'avoir des biens dont on n'a absolument pas besoin et qui finissent par nous encombrer. Donc des gestions des déchets qui sont très compliqués à gérer pour tout le monde. Donc ça, malheureusement, le système en lui-même vit économiquement en nous poussant à la consommation et donc en nous manipulant aussi. En nous manipulant parce que finalement, il y a très peu d'analyse de fond. On est beaucoup sur des choses qui sont très émotionnelles et ce qui est mis en avant, c'est ce qui est populaire, pas nécessairement ce qui est tout à fait intelligent. Et il peut y avoir quand même une différence dans la vraie vie entre ce qui est populaire et ce qui est intelligent. Je crois que chaque fois qu'il y a une élection, on se retrouve confronté à ce genre de réflexion et c'est valable partout sur la Terre. Hein. Le souci qui est important aussi en termes d'effet, c'est l'amplification de tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire qu'on a plusieurs parties dans notre cerveau. Une partie qui est le cerveau limbique, en charge de la gestion des émotions. Et on a aussi une partie qui s'appelle le néocortex, qui est en charge du raisonnement. Évidemment, chaque fois qu'on prend une décision, on a besoin d'avoir ces deux parties en présence. Toute décision est effectivement à la fois raisonnée et émotionnelle. Maintenant, c'est une question de pourcentage. Si on arrive à avoir 20% d'émotion et 80% de raisonnement, on arrive à quand même avoir une décision qui tient la route et qui est sensée. Le souci, c'est que être en capacité de prendre une décision avec son néocortex, ça veut dire que le néocortex est parfaitement actif et qu'il est régulièrement stimulé. Or, il n'est stimulé que lorsqu'il y a de la réflexion, lorsqu'il y a du raisonnement, lorsqu'il y a de la créativité. Et toutes ces choses-là ne sont pas vraiment mises en valeur, ni ne sont pas spécialement développées plus que ça dans le monde digital, où on est très vite invité à avoir une consommation un peu passive plus qu'active. D'où le fait que
ce muscle, hein, finalement, cet organe, est moins sollicité et donc sera moins performant le jour où on en aura besoin. En revanche, comme les décisions d'achat sont motivées par la partie émotionnelle, cette partie-là est surstimulée. Et donc, on va avoir le cerveau limbique qui, lui, est très stimulé. Tout ce qui est de l'ordre du jeu, avec des récompenses, avec des frustrations positives, avec des gains, va jouer exclusivement sur le cerveau limbique et sur l'émotionnel. Et donc, on va se retrouver avec un cerveau limbique qui, proportionnellement, est bien supérieur aux capacités d'un cerveau néocortex qui n'est pas assez stimulé. D'où le fait que finalement, on va encourager à avoir de plus en plus de décisions qui vont être essentiellement émotionnelles. Aussi parce que nos enfants, s'ils sont constamment devant les écrans, vont être de moins en moins capables de raisonner par eux-mêmes. On aura aussi deux autres éléments. Le premier qui va être une diminution de la motricité, en particulier parce que quand on est devant un écran, on est souvent statique et on se sert de ses pouces, pas tellement des autres doigts et encore moins du reste de notre corps. Donc rester avachi sur un canapé, ça ne fait pas des athlètes de haut niveau et ça ne permet pas non plus de gérer très bien ses émotions, de réguler ses hormones, d'avoir un corps dans lequel on se sent bien. Et l'exercice physique fait partie des choses indispensables pour pouvoir avoir aussi un équilibre psychique dont on va tous avoir besoin, en particulier dès qu'on a des relations. Et le tout dernier, c'est qu'on a vite la perte de la notion du temps. Quand j'ai installé une fois un jeu pour faire pousser des petites plantes, pour voir et comprendre ce phénomène d'addiction et comprendre pourquoi mes enfants, une fois qu'ils étaient dans un jeu, ils avaient vraiment du mal à en sortir. Et effectivement, alors il n'y avait aucune violence, c'était tout mignon, ça faisait pousser des tulipes et puis des jacinthes, etc. Mais au bout de 3 jours, j'ai dû absolument désinstaller parce que j'étais incapable de travailler. Les jeux sont très bien construits pour qu'on soit constamment dans ce monde. Et donc, comme il y a des moments où on ne peut plus jouer pendant une certaine limite de temps, on a cette conscience de ce temps-là, mais on n'a qu'une envie, c'est que dès que cette période est terminée, on puisse jouer à nouveau. Et dans la période de jeu, on perd complètement la notion du temps. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut passer des heures et des heures à faire pousser des champignons virtuellement. Alors, pourquoi pas? Mais quand on est dans la vraie vie, on a souvent une logique d'efficacité, on va être évalué en fonction de nos résultats, et donc on a besoin d'avoir quand même une notion du temps qui soit fiable et d'être capable de se concentrer sur d'autres priorités qui peuvent être un peu plus essentielles que faire pousser des champignons. Donc cette notion du temps, elle va être vraiment essentielle et on a besoin, nous, de la redonner aux enfants s'ils l'ont un petit peu perdue à travers toute cette influence du digital. Donc vous voyez, il y a quand même des éléments importants qui appellent une vigilance et qui font partie de notre éducation. Puisque si on laisse de la place aux écrans, et on va sûrement être obligé, parce que ça a aussi des bénéfices de laisser de la place aux écrans, on doit compenser sur tout ce que les écrans ne peuvent pas apporter et qui va pour autant être très utile à nos enfants, puisque dans la vraie vie, ils vont avoir besoin du digital et du reste. Alors si Internet est si présent, c'est aussi parce qu'on lui a laissé la place et qu'on a accepté qu'on en ait l'utilité puisqu'on en voit des bénéfices. Alors comment conserver les bénéfices? Évidemment, c'est en utilisant les écrans, mais lesquels voudrions-nous absolument conserver puisqu'on peut évidemment choisir de faire un tri. Alors, c'est un exercice très intéressant que Sublime Maman a fait, de demander aux enfants quels était l'usage des écrans et pourquoi ils en avaient besoin. Alors, je vous ai préparé des pistes de réflexion. Vous avez un fichier PDF que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo avec plein de rubriques qui vont vous aider à guider cette réflexion.
Par exemple, j'ai besoin d'Internet pour me distraire, j'ai besoin d'Internet pour apprendre, j'ai besoin d'Internet pour participer à des événements, par exemple, regarder un match de foot. J'ai besoin d'Internet pour avoir des idées, par exemple, comment faire un gâteau au chocolat. Donc, nos enfants vont avoir plein d'usages et ça vaut la peine de faire un petit temps de réflexion pour soi-même, parce qu'on va s'apercevoir que déjà en tant que parents, on a beaucoup d'utilité de tout cela, et puis que nos enfants puissent aussi faire ce même exercice. Donc je vous ai préparé euh, ce, petit, euh, ce petit fichier PDF avec des guides, et ça va permettre de faciliter cette réflexion. Alors, j'ai mis la liste de chaque besoin, mais l'intérêt, c'est de mettre quelles sont les sources, sur quel site ils vont, quels sont parfois les mots me viennent en anglais, quels sont les mobiles ou les tablettes ou les écrans qui sont utilisés. Et puis, il y a une deuxième colonne qui est le temps passé par semaine. Généralement, nos enfants n'ont pas conscience de tout ça. Et c'est important de voir après, une fois qu'on a fait ce diagnostic, quels éléments on voudrait ajuster. Est-ce que tout le temps qu'on passe à se divertir, c'est pertinent? Ou est-ce que finalement, on passe un petit peu trop de temps et que le ratio, il mériterait d'être un tout petit peu ajusté? Évidemment, l'idée, c'est pas de les priver complètement ou de nous priver complètement, c'est de garder certains bénéfices qui sont particulièrement importants, comme par exemple l'apprentissage. Effectivement, en termes d'apprentissage, il y a des ressources digitales qui sont particulièrement bien faites et qui permettent de pouvoir encourager l'enfant, de mesurer ses progrès et de petit à petit le guider vers la maîtrise. Franchement, l'exercice de maths pour utiliser Thalès, qui va répéter 200 fois le même exercice jusqu'à ce que l'enfant ait compris, ou les tables de multiplication, ils font très très bien sur ordinateur et franchement, l'ordinateur ne se lasse jamais. Alors, si l'enfant il arrive à avoir des petites touches d'encouragement à chaque fois qu'il a répondu correctement pour la table de multiplication ou pour l'application de Thalès, alors que nous, à la 25e fois, on serait un petit peu lassé, autant effectivement utiliser l'ordinateur pour ça. Il y a aussi le bénéfice de tout ce qui est de l'ordre des événements. Regarder un match de foot, c'est sûr que c'est quand même plus simple sur un écran que de s'y rendre, et ça permet aussi de pouvoir en discuter avec les copains si c'est quelque chose d'important. Alors, si c'est à 3 heures du matin, peut-être que le débat il est un petit peu différent, mais en tout état de cause, c'est grâce aux écrans qu'on peut quand même participer à ces événements. La distraction, la détente. Alors, effectivement, quand notre enfant il passe 4 heures par jour à regarder les sirènes sur YouTube parce que ou les licornes parce que c'est à la mode, ça peut nous laisser songeurs et nous poser questions. Pour autant, même si je ne souscris pas du tout à ça et que effectivement je comprends la réflexion des parents qui est est-ce que tu pourrais pas apprendre quelque chose plutôt que de rester à regarder ces sirènes. Il y a des documentaires formidables sur les jaguars et le changement climatique, mais nos enfants, ils sont comme nous aussi, après toute une journée de travail, d'école, de devoirs, de concentration, ils ont besoin de se changer les idées. Ils ont besoin de distraction, ils ont besoin de détente. Parce que la charge mentale, elle est là. On a plein de choses à gérer, nous, en tant qu'adultes, mais les enfants, ils ont aussi à être tout le temps dans une démarche d'apprentissage. Chaque fois qu'ils ont appris, eh ben, on passe au chapitre d'après et du coup, ils sont à nouveau obligés de l'apprendre, à nouveau dans cette situation de frustration. Et donc, avoir des moments de détente, c'est important pour qu'ils puissent assimiler et puissent se changer les idées et que petit à petit, cette charge mentale, elle se dissolve ou elle s'allège. Et puis, la toute dernière chose, c'est que les écrans, ils apportent un sentiment de liberté. Quand un enfant cherche quelque chose sur Internet, eh ben, c'est lui qui cherche.
Alors, il y a la partie autonomie. Et puis, s'il cherche à regarder une vidéo, il peut choisir, s'il choisit de regarder la 23e ou la 42e. C'est sa liberté. Et donc, avoir cet espace où on peut avoir le choix, l'autonomie et la liberté. C'est aussi important de pouvoir le préserver. Alors, évidemment, tout ça, ça se fait par écran, mais ça pourrait peut-être, dans certaines conditions, se faire aussi, ou du moins en partie, avec des alternatives. C'est pour ça que dans le petit fichier de pistes de réflexion que je vous ai préparé, que vous trouverez en dessous de cette vidéo, il y a une partie sur finalement l'état des lieux, mais il y a aussi une partie sur les alternatives. Qu'est-ce qui pourrait être une alternative, une autre façon de me distraire, de me détendre, de me connecter aux gens que j'aime, de pouvoir apprendre. Parce que l'apprentissage, le divertissement, la connexion, effectivement, on a besoin de le garder. La liberté, probablement aussi. Mais quelles sont les alternatives aux écrans pour les satisfaire? Parce que spontanément, comme nos enfants, ont grandi dans un monde où c'était Internet qui était prépondérant, ils n'auront pas nécessairement cette réflexion et cette expérience. Donc c'est là que c'est intéressant de venir comme parent pour pouvoir réfléchir avec eux et trouver ces alternatives. Parce que aller se balader en forêt, faire un puzzle, prendre le téléphone, sans la vidéo, sans rien, écrire une lettre, c'est aussi des choses qui peuvent permettre de participer à tout ça sans nécessairement avoir besoin des écrans. Maintenant, évidemment, la différence va s'imposer quand les enfants grandissent en âge. Avec les moins de 5 ans, on ne va pas gérer de la même façon qu'avec un enfant qui a 5 à 11 ans, qui sait lire, ou avec un enfant qui a 12 ans et avec qui c'est difficile de mettre des restrictions. En tout cas, elles ne seront pas du même ordre. Alors, comment gérer avec les petits, les moins de 5 ans? Alors, je sais que je risque de me faire lyncher, mais fondamentalement, un enfant de 5 ans, on ne le laisserait pas tout seul dans une voiture parce qu'il pourrait être en danger et qu'il ne serait pas nécessairement capable d'appeler tout seul. Et bien avec les écrans, c'est un petit peu pareil. Laisser un enfant de moins de 5 ans devant un écran tout seul, c'est pas nécessairement une très bonne idée parce qu'il ne sait pas gérer le temps. La notion du temps pour un enfant, entre aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, la semaine dernière, elle est déjà très compliquée. Alors 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, ça ne veut rien dire. Donc par définition, quand on va vouloir arrêter, on va créer une frustration. Le cerveau de l'enfant, il est terminé qu'à l'âge de 25 ans. Mais à 5 ans, il est quand même encore tout à fait immature, en particulier pour la gestion des émotions. Alors, c'est déjà pas facile de gérer les émotions quand on se partage le même petit camion rouge ou quand on n'a pas envie de manger des brocolis. Mais quand on est devant quelque chose qu'on aime bien, comme un DVD ou une vidéo, et que là, on vous demande d'arrêter, on est sur quelque chose qui est encore plus compliqué à gérer. Et donc, quand on n'est pas équipé au niveau de son cerveau pour le faire, on met le cerveau dans une situation qui est vraiment compliquée, sans pour autant être équipé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais utiliser les écrans. Ça veut juste dire que l'écran, il doit être utilisé de façon très limitée en présence des parents, que ça soit un outil, que ça soit quelque chose qui soit ponctuel, qu'on utilise avec eux. Donc, effectivement, il y a sûrement des jeux éducatifs qui sont très bien et qu'on peut faire avec eux, de façon à ce que on soit là en tant que parent pour poser les limites et pour montrer que finalement, c'est jamais qu'un outil et créer le plus tôt possible des alternatives. Si on arrive à construire dans leur monde des alternatives aux écrans, on repousse l'échéance où ça sera plus négociable et ça va nous être imposé par l'environnement. Donc je sais que c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de disponibilité des parents. Et donc j'ai aucune critique, absolument. Je sais très bien qu'on fait du mieux qu'on peut et comme on peut. En tout état de cause, je vais juste rappeler qu'on se construit dans l'interactivité.
et pas dans la passivité à absorber quelque chose qui nous est imposé. Donc plus il y aura d'interactivité, plus il y aura de relations humaines autour d'un enfant et plus sa construction mentale, émotionnelle, affective sera harmonieuse. Et donc créer ces fondations, c'est quelque chose d'important et qui mérite qu'on ait finalement tout notre rôle de parent et toute notre fierté d'avoir construit des bonnes bases pour notre enfant. Alors, comment gérer avec les enfants un peu plus grands, de 5 à 11 ans? Alors là, on a un peu moins de latitude parce que généralement, les enfants, ils commencent à aller à l'école, il va y avoir des interactions sociales, il va y avoir tout un environnement qui va les pousser petit à petit à utiliser de plus en plus les écrans. Et donc, on pourra de moins en moins résister, au sens où si les devoirs ils sont mis sur Internet, si parmi les devoirs, il faut regarder telle vidéo ou il faut faire jouer à ce jeu-là pour apprendre les tables de multiplication, eh ben on va devoir le faire. On ne va pas avoir tellement d'options. Donc, dans cette tranche d'âge, en revanche, on a encore la maîtrise des limites. Et donc, ce qui a un intérêt, c'est de vraiment limiter le plus possible. En plus de trouver des alternatives, c'est de pouvoir poser un cadre qui soit le plus, peut-être pas le plus restreint possible, mais en tout cas le plus pertinent possible en fonction des besoins et des nécessités réelles de l'enfant. Donc, ça veut dire regarder toutes les possibilités de contrôle parental. On peut limiter le temps d'écran, on peut limiter les sites, on peut limiter les applications, on peut limiter l'accès physique aux devices, donc aux mobiles, aux tablettes, à l'ordinateur. Et puis, je vous invite à tester toutes les applications pour éviter qu'on tombe sur des choses qui soient de qualité très médiocre et où finalement l'enfant perd son temps plus qu'autre chose. Maintenant, il faut bien se souvenir que quand on a installé une application, même si on la désinstalle, il suffira d'un clic pour qu'elle soit réinstallée par l'enfant. Donc, essayez d'avoir un environnement de test qui ne soit pas celui que votre enfant va avoir après, parce que vous pourriez avoir des surprises et que le Candy Crush y revienne alors que vous l'aviez supprimé plusieurs fois déjà. Une bonne astuce que Sublime Maman avait fait, c'était d'installer sur son téléphone, dont elle sert essentiellement pour son travail, que des jeux éducatifs. Et du coup, c'était nul, franchement. Les enfants n'avaient pas envie du tout de prendre le téléphone de maman parce que de toute façon, il n'y avait que des jeux éducatifs qui n'avaient aucun intérêt. Donc, je vous invite pas à forcément dégoûter les enfants, mais si effectivement, ils ont le choix entre un jeu éducatif et un puzzle, ben, ils auront peut-être envie de lâcher l'écran et d'aller faire un puzzle. Donc, en tout état de cause, je vous invite à mettre en place des limites, définir des conditions, définir des règles, et que ça devienne finalement des habitudes, et que du coup, elles sont tellement dans les habitudes qu'on ne les remet plus en cause. Ça vaut la peine que ces règles soient discutées et pas imposées. Il y a plusieurs façons de les formuler, et fixer un cadre, c'est un module intégral de la formation à l'éducation bienveillante que je vous invite à consulter pour aller plus en profondeur et vous assurer non seulement que le cadre il est défini, mais qu'il est respecté, de façon à ce qu'on soit beaucoup plus zen et qu'on n'ait pas à renégocier tous les 3 minutes. Et comment gérer avec les enfants qui ont plus de 12 ans? Là, ça devient encore un peu différent, au sens que là, vraiment, vous n'aurez plus le choix pour mettre des limites. Tout simplement parce que, déjà, si vous voulez mettre des limites sur un mobile que vous voulez offrir à votre enfant, on vous demande l'âge de votre enfant, et à partir de 13 ans, c'est plus possible. Il y a par exemple Facebook, il faut avoir 13 ans pour ouvrir un compte. Alors déjà, beaucoup d'enfants ouvrent un compte sans qu'ils aient cet âge-là, et ils mentent sur leur âge, mais de toute façon, à partir de 13 ans, il n'y a plus de limite et ils peuvent aller sur Facebook autant qu'ils veulent. Alors ça les intéresse plus Facebook, hein, c'est un peu passé de mode à cet âge-là, mais ils vont avoir des tonnes de comptes sur des applications qu'on ne connaît même pas, et on n'aura finalement aucun contrôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre de limites, parce qu'on peut toujours les instaurer. Maintenant, il faut être tout à fait conscient que
les enfants à cet âge-là savent très bien, un, contourner les limites, deux, trouver le mot de passe pour pouvoir avoir accès et changer la limite, trois, demander à un copain de leur donner le hack, etc. Donc, les limites en soi, soit elles sont intégrées, assimilées, et l'enfant peut les maîtriser, soit ça risque d'être un petit peu trop tard de les mettre en place à ce moment-là. Après, ça ne veut jamais dire que c'est impossible, mais ça va être beaucoup plus compliqué et ça va être source de beaucoup plus de frustration. D'où le fait que ça vaut vraiment la peine de les mettre le plus tôt possible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, en particulier parce que parfois on va beaucoup trop loin et qu'il y a une énorme pression sociale et que nos enfants se trouvent en danger. Donc je voudrais attirer l'attention sur quelques points qui sont des signes qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'il faut absolument intervenir, quel que soit l'âge de l'enfant, même s'il est déjà relativement grand, de façon à ce qu'on mette finalement des limites saines en place et des pratiques qui leur permettent de se construire puisqu'ils sont encore loin d'être autonomes et parfaitement indépendants. Alors, comment savoir si votre enfant va trop loin? Quels signes surveiller qui vous donneraient une indication que là, il est vraiment, vraiment temps d'intervenir, même si ça semble compliqué, et il vaut mieux avoir des petits changements et que petit à petit on progresse, que de ne rien faire et qu'on aille, que les conséquences soient vraiment désastreuses. Alors, par exemple, il faut s'assurer qu'on peut s'arrêter à tout moment. C'est-à-dire que si notre enfant il a rendez-vous avec son téléphone parce que le jeu s'arrête et que dans 20 minutes, il faut absolument qu'il soit devant son téléphone pour pouvoir faire la prochaine bataille de Clash of Clans, c'est pas nécessairement un très bon signe. Il vaut mieux avoir rendez-vous avec quelqu'un qu'avoir rendez-vous avec son mobile. Et ça prouve que malheureusement, on est déjà dans une situation de dépendance ou de pression sociale dont il est important qu'on parle avec l'enfant pour qu'il en prenne conscience et qu'on voit comment l'en sortir. Il peut aussi être parfaitement, vraiment très dépendant du regard des autres et courir après les likes, après les shares, et que chaque occasion de la vie quotidienne soit mise en scène, exposée et finalement soumise au jugement des autres. Donc ça aussi, ça vaut la peine d'en discuter pour que l'enfant il arrive à se détacher du jugement des autres et qu'il puisse avoir sa propre estime de soi, sa propre confiance en soi. Tout le module 1 de la formation à l'éducation bienveillante traite de cette confiance en soi et comment on peut faire en sorte que l'enfant s'estime lui-même et ne soit pas dépendant des autres. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Et si ce n'est pas le cas, si vous notez que votre enfant est particulièrement dépendant du jugement des autres, il faut absolument avoir cette discussion. Et les écrans ont malheureusement une amplification de ce phénomène qui peut être tout à fait nocive. Il faut s'assurer aussi que finalement les activités qui, à nos yeux, sont prioritaires, sont faites correctement. C'est-à-dire que si on voit que l'enfant perd son attrait pour faire du sport ou qu'il y a des difficultés en classe, finalement, peut-être que le temps passé sur les écrans est trop important au regard du temps nécessaire pour pouvoir avoir une activité sportive épanouissante ou pour avoir des résultats scolaires suffisants. Si vous notez des changements d'humeur qui sont inexpliqués, une grande fatigue ou bien de l'agressivité, il se peut que votre enfant il ait des problèmes de concentration, il ait des troubles de la mémorisation, qu'il ait des problèmes de sommeil, et pas forcément seulement qu'une fatigue, mais ça peut être aussi des problèmes d'endormissement, parce que finalement on est très énervé, trop stimulé, et que les écrans ont poussé à ce que notre cerveau limbique n'arrive pas à se calmer suffisamment pour pouvoir préparer à l'endormissement. Donc on se trouve avec des problèmes de sommeil qui vont avoir des répercussions sur les résultats scolaires, sur la mémorisation et sur l'apprentissage, et vont aussi avoir des répercussions sur la croissance. Donc c'est vraiment important à moyen et à long terme de pouvoir être sûr qu'on
on intervienne, limiter les écrans ou changer leur usage, trouver des alternatives de façon à ce qu'on ne se retrouve pas à amplifier une situation qui est déjà assez compliquée. Alors, un tout dernier mot qui va être finalement sur comment faire, quelle méthode mettre en place. Alors, évidemment, il existe autant de méthodes que de familles. Et l'idée, c'est pas d'avoir une façon dogmatique de gérer la situation, d'autant plus que c'est certainement un exercice à faire relativement régulièrement, puisque les enfants grandissent, puisque les évolutions technologiques nous précèdent et qu'on doit régulièrement mettre à jour la façon dont on veut gérer cette situation. Pour autant, ça part souvent de grands piliers qui vont être d'abord faire un état des lieux de la situation. C'est ce que je vous invite à faire avec les pistes pour réfléchir, les pistes de réflexion qui sont en téléchargement sous cette vidéo. Faire un état des lieux. Quels sont les besoins auxquels j'ai besoin, que je souhaite satisfaire, avec les écrans, quel usage j'en ai pour satisfaire ces besoins et quel temps j'y passe. La deuxième réflexion, elle va être finalement pour pouvoir se détacher un petit peu de tout ça et pour autant en garder les bénéfices, qu'est-ce que je vais trouver comme alternative. Donc réfléchir à des activités alternatives et les mettre en place une fois qu'on a fait un arbitrage entre finalement ce qui est beaucoup mieux sur les écrans et que je veux absolument garder et ce que je peux tenter de faire sans les écrans. Une fois qu'on a mis ça en place, l'idée c'est aussi de s'y tenir dans le temps et d'ajuster au fur et à mesure. Donc de se poser des questions et de voir si on veut conserver, si c'est toujours adapté et d'encourager les progrès qui ont été mis en place. Donc ça veut dire une revue peut-être chaque semaine de ce qu'on a bien fait, ce qu'on voudrait changer et puis comment on va célébrer ces petits progrès. Donc tout ça, vous le trouverez aussi dans la ressource que je vous invite à télécharger. Et la dernière étape, c'est de valoriser tout ce qu'on a réussi à bien faire. Valoriser, 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 pour que finalement, la récompense, elle soit dans tout ce qu'on a réussi à faire en dehors des écrans. Pour que petit à petit, ce qu'on souhaite développer grandisse par lui-même, puisque c'est bénéfique, puisque c'est apprécié, puisqu'on en voit la richesse et que finalement, on n'a plus nécessairement autant besoin de le faire à travers les écrans. Donc toute cette démarche d'encouragement, elle est dans le module 1 de la formation à l'éducation bienveillante que je vous invite à télécharger. Et je vais vous donner un tout dernier exemple qui est sur le sommeil. Alors, Sublime Maman s'était aperçu que Sambutchou se relevait la nuit, qu'il jouait et que du coup, les cernes ne faisaient que s'accroître et que le lendemain, c'était compliqué d'avoir un petit garçon qui ne soit pas complètement irritable, épuisé et qui incapable de mémoriser quoi que ce soit. Donc la première étape, ça a été de faire un état des lieux, de regarder l'historique des jeux, de constater qu'effectivement on était allé beaucoup trop loin, de voir quel était le besoin, de chercher des alternatives et de mettre en place des règles. Alors la règle qui a été mise en place, c'était qu'il y aurait des moments sans portable. Donc ces moments sans portable, ça a été le dîner, où on voulait privilégier l'interaction, le dialogue, l'écoute, parce que finalement c'était ça la priorité. Et puis des moments sans portable qui étaient tout ce qui est de l'ordre du repos pendant la nuit. Et donc pour s'assurer de ça, ils se sont mis d'accord dans cette famille que chacun mettrait son portable au repos juste après dîner. Alors ils ont fait un tableau avec les jours de la semaine, avec les horaires auxquels ils ont éteint leur portable. Et puis, il y avait une personne responsable dans la famille, et ça changeait tous les jours, qui collectait tous les portables, qui s'assurait qu'ils étaient tous fermés, qui les a mis dans une boîte à chaussures dans la chambre des parents, et s'assurait que le lendemain matin, il distribuait les portables à nouveau.
Et puis ils ont fait le bilan à la fin de la semaine. Ils se sont aperçus que finalement, c'était tout à fait gérable et que ça permettait que tout le monde ait dormi suffisamment, qu'ils étaient quand même bien plus agréables les uns les autres et qu'ils avaient l'intention de continuer. Après, ils ont voulu changer le lieu, c'était pas dans la chambre des parents que c'était le meilleur endroit. Ils ont ajusté, mais en tout état de cause, ils ont trouvé un moyen de récupérer le sommeil dont ils avaient besoin en se détachant des écrans. Donc, je vous ai mis dans la ressource à télécharger ce petit tableau, si c'est ça que vous avez envie de faire avec vos enfants. Ça peut être tout à fait autre chose. Et je vous ai mis donc ces étapes de façon à ce que vous puissiez suivre cette même méthodologie qui évidemment peut être ajustée, changée autant que nécessaire pour votre famille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un grand plaisir à avoir d'excellentes discussions avec vos enfants autour des écrans. Et puis de mettre en place des petites choses. Des petites choses pour que petit à petit, la situation soit conforme à ce que vous espérez tous et que vous puissiez rester dans la bienveillance. Si jamais il y avait des soucis pour mettre en place, si jamais ça ne marche pas aussi bien que vous vouliez, si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis coach parental depuis 10 ans et j'ai toujours grand plaisir à aider les parents. À très bientôt.